Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'École du Futur. Je suis ravie de vous retrouver. Voici les titres du jour. On va commencer par regarder un nouvel épisode de la série La famille tout écran qui vous est proposé par notre partenaire, le Clémy. Au programme aujourd'hui, le vaste sujet important aussi des écrans avant de dormir et on regarde ça dans un instant. Et puis il a une idée derrière la tech. Benoît Grunemwald est avec nous aujourd'hui. Bonjour Benoît. Bonjour Philippine. Quel va être l'objet de votre chronique du jour? Votre enfant est-il un pirate ou un hacker? Oh là 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 là, bah vous allez nous donner la réponse dans un instant Benoît. Et puis c'est notre grande question du jour. Science, tech et maths, comment les fleurons français de l'industrie entrent-ils dans la course au talent féminin notamment? Ils tentent d'inverser la tendance et de créer des vocations pour un monde un peu plus juste. Et parmi eux, Dassault Systèmes. On en parle avec notre invitée Valérie Ferret. Bonjour. Bonjour Philippine. Soyez la bienvenue sur le plateau de l'École du Futur. Vous êtes VP Worldwide Education et directrice de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Vous allez nous présenter ça dans un instant si vous le voulez bien. D'abord, Focus. Pour sensibiliser les enfants et les parents à l'utilisation du numérique maîtrisé au sein des familles, le Clémy nous propose un nouvel épisode de cette série, La famille tout écran, avec au programme aujourd'hui l'usage maîtrisé du numérique, surtout avant de dormir. On le découvre dans cet épisode. T'as l'air en forme, ma chérie. Ouais, là, c'est dur, ça pique les pixels, je te promets. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Hier soir, je me disais, ça va être top, je vais me coucher tôt, je vais recharger tranquille. Et bah non, bam, on a tout enchaîné. Ça a commencé avec des jeux sur les applis, pas 10 minutes, non, 1 heure. Et ensuite, ça a été les réseaux sociaux. Et là, on a enchaîné avec une série en stream. Tu t'es couché à quelle heure au final? 2h du mat. Oh, apparemment, tu n'es pas la seule à être complètement à plat. Je peux avoir le jus d'orange, s'il te plaît? Merci. Oh, on va pas la réveiller, mais vous avez compris le message. Je perturbe le sommeil. Et finalement, je vous empêche de bien dormir. Et même si je comprends que je suis vraiment hyper cool, il faut me ranger. Chut. Faites pas de bruit. Convaincue et engagée, déterminée et optimiste, on vous présente aujourd'hui une féministe pour l'égalité, plongée depuis longtemps dans l'univers de l'ingénierie. Une femme, vous allez le voir, qui met sa passion et ses combats au service de l'éducation et des autres femmes et qui va nous donner quelques pistes aussi pour rendre un peu plus attrayante auprès d'elle la profession d'ingénieur. On démarre tout de suite dans la première partie du talk. Et elle est à côté, évidemment. Pour en parler, Valérie Ferret, VP Worldwide Education et directrice de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Alors c'est vrai, c'est une question qui peut paraître un peu simple, mais c'est vrai que Dassault Systèmes, j'ai l'impression que vous faites plein de choses. On n'a pas forcément connaissance de tous ces beaux projets que vous portez. Est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement, Valérie, ce que fait Dassault aujourd'hui et notamment en France? Oui, tout à fait. Bonjour et merci de me recevoir. Donc, Dassault Systèmes, en fait, c'est une start-up de 1981 en France. Donc, au début des start-up, on va dire informatique dans le monde. Et aujourd'hui, c'est une entreprise donc avec 25 000 collaborateurs, un chiffre d'affaires de 6 milliards d'euros partout dans le monde, avec un fort ancrage en France où nous avons beaucoup de nos activités R&D et puis des clients dans tous les domaines industriels, les avions pour lesquels on serait souvent associé, alors qu'aujourd'hui, pourtant, notre première filière industrielle, c'est la santé. Et puis ensuite, l'automobile, mais les bouteilles de shampoing, les mugs, à peu près tous les produits que vous pouvez voir dans votre vie quotidienne ont été pensés et conçus grâce à des solutions numériques et d'ingénierie qui sont celles de Dassault Systèmes. Merci. Numérique, justement, on va en parler parce que le nombre de femmes ingénieurs stagne toujours en France et pour y remédier, vous vous mobilisez pour faire évoluer notamment les mentalités et demander une action collective un peu plus forte, notamment sur le sujet de la parité dans ce secteur qui est le vôtre. Et pour y parvenir, vous avez mis en place un certain nombre d'actions et d'initiatives et parmi elles, l'une qui m'a marquée, c'est le réseau Women Initiative qui s'appelle WIN, c'est ça, c'est comme ça qu'on le présente. De ce que j'ai compris, 1500 femmes et hommes, collaborateurs de Dassault Systèmes qui agissent chacun et chacune pour promouvoir la mixité en interne comme en externe. L'objectif, c'est quoi de ce programme? C'est d'incarner justement les engagements de Dassault en faveur de l'inclusion
dans ces métiers de l'ingénierie? Alors, l'objectif de WIN, c'est vraiment un objectif, j'ai envie de dire, interne à l'entreprise, de promotion des carrières des femmes au sein de l'entreprise. En fait, chez Dassault Systèmes, on a 28% de femmes. Au niveau du secteur industriel, numérique ou de l'industrie, on est plutôt sur la fourchette haute. Mais en fait, on voit effectivement, malgré nos ambitions de croissance, on a une ambition d'atteindre 30% d'ici quelques années, et puis bien sûr une parité. Et on voit effectivement qu'on stagne dans notre capacité à recruter. Donc, nos actions, c'est d'abord des actions effectivement dans le cadre de l'entreprise pour être attractif, pour recruter des jeunes femmes en priorité chez nous, même si le vivier justement est assez rare, et donc de s'assurer qu'on peut promouvoir efficacement les carrières des femmes vers des postes de management, vers des postes à responsabilité. Et l'enjeu de ce réseau, en fait, c'est un réseau à la fois finalement de partage et de mentorat qui intègre 1500 femmes et hommes, parce que notre enjeu, c'est effectivement de nous assurer qu'on a une culture de diversité et de promotion des femmes à tous les niveaux d'entreprise et par tout un chacun. Et un autre indicateur, ce réseau, ça permet aujourd'hui, pour moi je suis convaincue, on parle beaucoup des femmes dans les conseils d'administration, c'était un système de quotas. Les femmes dans les comités de direction, nous on a cette fierté d'avoir quand même plus de 40% de femmes dans le comité de direction, parce que souvent c'est un peu l'indicateur noir des entreprises. On a les quotas dans les CA, on est compliant, mais le COMEX, c'est vraiment ce qui démontre qu'on a une capacité à aller au poste de plus haut niveau. Et moi je suis particulièrement sensible aux femmes dans les postes de middle management. Parce que je pense qu'il faut des femmes à tous les étages, j'ai envie de dire, partout. Et donc, chez nous, c'est 27% de femmes dans les postes de management. Donc, on n'est pas tout à fait à 28, mais l'enjeu, c'est bien celui-ci. C'est de s'assurer que les femmes sont à tous les niveaux d'entreprise et tous les postes de direction. Et le réseau WIN, voilà, c'est ça, grâce à ce réseau. Tout à fait. Le sexisme ne recule pas en France. C'est le constat inquiétant dressé par le Haut Conseil à l'égalité dans son rapport 2023 sur l'état du sexisme dans le pays. Et en dépit d'une exposition toujours un peu plus grande des inégalités, accentuée notamment par le mouvement MeToo, les stéréotypes perdurent. Est-ce qu'aujourd'hui, ces stéréotypes-là, vous les voyez en interne, auprès des jeunes femmes que vous accompagnez par le biais de vos différentes actions? Est-ce que c'est un sujet auquel elles sont confrontées et évidemment que vous combattez aussi en interne? Alors, bien sûr, mais en fait, moi, je pense qu'on est vraiment dans une société encore, alors on peut parler de sexisme ordinaire, on est dans une société, en fait, avec des biais, d'accord, avec des biais, du coup, qui favorisent parfois moins les jeunes femmes que les garçons, et les moins jeunes femmes, évidemment. Et donc, pour nous, l'enjeu, il est à plusieurs niveaux. Donc, je vous ai dit, on a 28% de femmes chez Dassault Systèmes, mais en réalité, notre enjeu principal, c'est de nous assurer qu'on ait plus de femmes qui arrivent dans les filières scientifiques et techniques. Et donc, dès l'école, donc. Dès l'école, voilà. Et c'est pour ça, du coup, c'est pour ça que c'est moi qui suis aujourd'hui sur votre plateau. C'est parce qu'au-delà des activités qu'on peut faire au sein de l'entreprise, l'enjeu, c'est les activités qu'on peut faire à l'école. Et alors, je vous raconte une anecdote. Donc, moi, j'ai le poste, ça fait 15 ans que je suis chez Dassault Systèmes et ça fait 6 ans que je suis sur le poste éducation. Et donc, aujourd'hui, je manage une équipe principalement d'ingénieurs, 70% d'ingénieurs. J'ai la même représentation féminine que l'entreprise, donc aux alentours de 30%. Et en fait, quand je suis arrivée dans le département, j'ai vu que toutes les compétitions étudiantes, par exemple, qu'on faisait, c'était des compétitions étudiantes sur la Formule 1. Et donc, je suis arrivée, j'ai dit, maintenant, ça suffit, on va faire des compétitions étudiantes pour donner le goût des sciences sur d'autres domaines que la Formule 1, par exemple. Mais ça, c'est un biais, qui était très fort. Et du coup, les équipes n'en avaient même pas conscience, en se disant, oui, donc forcément, on va attirer plus de garçons si on parle de Formule 1 que de jeunes filles. Sans faire du cliché, mais il n'empêche, il faut aussi qu'on ait des programmes qui attirent les jeunes femmes vers les métiers scientifiques et techniques et qui donnent une autre vision de ce que sont ces métiers. Il ne s'agit pas que de performance, il ne s'agit pas... Non, il s'agit de créer des nouveaux produits plus durables pour une société plus juste. Donc vous agissez aussi à travers ce programme, et notamment 3D Expérience EDU, dans les lycées pour justement faire la promotion de ces métiers techniques et ingénierie auprès des jeunes filles. Oui, tout à fait. Alors aujourd'hui, on a des partenariats avec 40 000 écoles dans le monde, 8 millions d'étudiants. Parce qu'en fait, on est un acteur de l'éducation depuis le début, depuis les années 80, parce qu'en fait, comme on disruptait vraiment les métiers dans l'industrie avec nos solutions, l'enjeu, c'était de former le plus tôt possible à nos solutions. Donc au départ, c'est des partenariats avec les écoles d'ingénieurs. Et en fait, on voit que de plus en plus, effectivement, des écoles d'ingénieurs, on a fait des partenariats avec les lycées, des partenariats avec les collèges. Et aujourd'hui, on regarde des partenariats avec l'école primaire. Parce qu'en réalité, ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, pour attirer plus de filles dans les métiers scientifiques et techniques, il faut intervenir le plus tôt possible. Dès la primaire, en réalité. Je lisais ce matin encore une étude du ministère de l'Éducation qui disait que c'était dès le CE1 que les filles commençaient à avoir un niveau inférieur aux garçons en mathématiques. Il faut lutter contre ça. Il n'y a aucune raison
physiologique, on le sait, que les filles aiment moins les maths que les garçons. Donc il faut massivement réorienter les filles vers les mathématiques. Et ça, c'est vrai que nous, voilà, on a ce parti pris d'entreprise, ce positionnement pour aider à le faire. Et on ne peut pas le faire seul. C'est intéressant parce que justement, Amel Kefif, la présidente de l'association Elle Bouge, disait récemment sur ce plateau à votre place que la réforme du bac a malheureusement détruit, ce sont ses mots, 25 ans d'efforts pour arriver à la parité dans la filière scientifique et amoindri les chances de voir des femmes dans les métiers de l'ingénierie, de la tech et des sciences. Est-ce que vous partagez son avis ? Bien sûr, ça c'est simplement les chiffres qui le disent, qu'on est revenu à un niveau des années 65 de mémoire. Donc c'est vrai que c'est catastrophique. Et c'est sûr que c'est pas en réintégrant les maths avec les 1h30 dans le tronc commun obligatoire qu'on va corriger la situation. En fait, il faut vraiment un choc des sciences et des mathématiques dans toute l'éducation. Et les entreprises, elles sont prêtes à se mobiliser. Les associations se mobilisent massivement. On est membre de Elle Bouge, on est membre de Femmes Ingénieurs, on est membre du Cercle Interrel. Les entreprises, les tissus associatifs se mobilisent. Maintenant, c'est vrai qu'il faut une action collective et vraiment organisée pour permettre d'avoir un véritable choc dont on a besoin. Un choc politique aussi, j'imagine ? Un choc politique également, parce qu'on ne pourra pas y arriver seul. C'est un domaine aujourd'hui régalien, l'éducation, et donc nous, on fait effectivement énormément d'efforts. Donc je vous disais, 40 000 écoles. En France, c'est 2000 collèges et lycées, à peu près 100 000 étudiants qui utilisent nos solutions pour commencer à comprendre ce que peut être l'innovation. Donc pour revenir un petit peu sur les solutions de Dassault Systèmes, qu'est-ce qu'on fait ? Nous, on va dire, on est né dans la 3D. Donc ce qu'on permet de faire, nous, c'est concevoir en 3D des produits afin qu'ils soient produits de façon réelle. Je vous donne un exemple d'activité, par exemple, qu'on fait avec les collèges. Donc quand j'ai dit on arrête la Formule 1, qu'est-ce qu'on a fait ? On s'est mis à faire une coque d'iPhone. Parce que, la Formule 1, c'est un outil quand même relativement complexe. Donc du coup, c'était plutôt dans les écoles d'ingénieurs qu'on faisait ces programmes. Et l'enjeu, c'était de développer des programmes le plus tôt possible, donc au niveau du collège. Et au niveau du collège, on fait en fait des coques d'iPhone personnalisées qui vont pouvoir être imprimées en 3D au niveau du collège. Pour les enfants, c'est quoi ? C'est de se dire, j'ai une activité, qui me parle, parce que malheureusement, et on a vu juste avant, effectivement, le smartphone, ça parle à tous les adolescents. Et puis, je commence à comprendre quelques concepts. Les concepts de géométrie en 3D, parce que d'un seul coup, c'est comment est-ce que je peux concevoir en 3D un produit, d'abord dans le numérique. Je comprends la connexion du monde virtuel et du monde réel, parce que mon produit, je l'ai conçu dans le virtuel et j'arrive à l'imprimer en 3D dans le monde réel. Je comprends des notions d'innovation, parce que je peux améliorer ma coque en fonction de mes propres idées. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, ces programmes, il faut les massifier. Et encore, aujourd'hui, on est trop, nous, à aller chercher collège après collège, école après école, professeur après professeur. Et c'est vrai que c'est pas comme ça qu'on va réussir à aller vite et massifier, alors que c'est ce dont nous avons besoin aujourd'hui. Et c'est votre ambition, effectivement, chez Dassault Systèmes. Merci beaucoup, en tout cas, pour cette première partie d'interview. On va continuer, si vous voulez bien en parler dans un instant, parce que c'est passionnant. D'abord, on fait un petit tour du côté de la planète tech. Images et vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil de Jean Martineau.开始了。看这个已经够糊了吧？
但是你看，我的妈呀！好，开始了。看这个已经够糊了吧？嗯，但是你看，我。Et on est de retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invitée Valérie Ferret chez Dassault Systèmes. Valérie, juste avant de reprendre nos échanges, on va laisser place à la chronique de Benoît Grunemwald qui a une idée derrière la tech. Benoît, la cybercriminalité chez les adolescents peut être vue sous deux angles. Quels sont-ils ? Eh bien, le premier, c'est celui auquel on pense forcément, c'est celui où on est victime, donc on peut être victime de cyberharcèlement, on peut être victime de différentes arnaques sur Internet. Et puis le deuxième, auquel on pense moins, c'est que nos enfants peuvent être, eux, du côté du cyberharceleur et ou du pirate, du cybercriminel. Alors, à quel moment on parle justement de hacker ou de pirate chez ces jeunes ? Eh bien, le hacker, déjà pour commencer, c'est un terme qui est souvent utilisé avec une connotation négative. Pour autant, c'est normalement, vraiment au sens original, celui qui va chercher à comprendre, à démonter. Et dans la vie réelle, par exemple, on va prendre un mécanisme, qui est complexe ou pas, et à partir de là, on va essayer de comprendre comment il fonctionne pour l'améliorer et s'enrichir personnellement. Alors que de l'autre côté, il y a le pirate, qui, lui, cherche aussi à comprendre, mais c'est pas pour un enrichissement culturel, c'est plutôt pour un enrichissement financier et personnel. Et à partir du moment où il va, lui, trouver des failles, eh bien, il va non pas les divulguer et les partager pour les corriger, mais plutôt les exploiter, encore une fois, pour son enrichissement personnel. C'est pas le même but, effectivement. Est-ce que ça veut dire qu'il y a beaucoup d'enfants qui peuvent pirater aujourd'hui, un peu comme dans un film hollywoodien ? Alors, oui et non. Déjà, la première chose, c'est que les script kiddies, tels qu'on les appelle, donc ce sont les jeunes, les adolescents, qui n'ont pas forcément des compétences poussées techniquement, mais qui vont utiliser des outils qui vont leur permettre de devenir des pirates informatiques. Et ça, c'est possible parce que, des outils gratuits, parfois open source, et utiles à la communauté sécurité pour tester la sécurité existent. 2, on peut louer ces outils. Et 3, le niveau de protection, malheureusement, des particuliers, mais également des organisations, n'est pas assez élevé. Et donc, malheureusement, ces outils de script kiddies peuvent servir à commettre des actes de piraterie. Est-ce qu'il existe malgré tout une exception à la règle, Benoît ? Alors oui, notamment un groupe qui s'appelle Lapsus, qui est composé de plusieurs nationalités. Et c'est un groupe qui, pendant à peu près 9 mois, a commis des attaques, notamment sur Uber ou sur Nvidia. Et ces attaques visaient à rentrer dans les entreprises, à récupérer de la propriété industrielle et ensuite à la monnayer. Et on a vu, grâce notamment à la police britannique qui a arrêté 2 adolescents d'à peu près 17 ans, eh bien qu'on peut avoir une vocation pour la piraterie, malheureusement assez tôt. Effectivement. Alors on va revenir avec vous d'abord aux adolescents non professionnels. Quels sont les types d'attaques que eux peuvent mener ? Eh bien, notamment grâce à des outils, ils peuvent mener beaucoup d'hameçonnage, soit par email, soit par SMS. On sait que, encore une fois, la police britannique, en début avril 2024, a démantelé un site qui proposait pour à peu près 350 € par mois, ce qui est vraiment pas excessif, la location d'outils d'hameçonnage. Et ces outils étaient mis à disposition de cybercriminels. Il y en a à peu près 800 qui ont été recensés par la police. Et ces cybercriminels ont, selon, encore une fois, la police, eu un bénéfice estimé à 1,2 million de $. Ah oui. Qu'est-ce qu'ils récoltaient justement, ces criminels ? Eh bien, principalement des adresses, des identités, mais également des cartes bancaires. La police a dénombré 480 000 numéros de cartes bancaires en leur possession, ainsi que 64 000 codes PIN. Et ça, c'est vraiment spécifique. Mais la plupart du temps, l'hameçonnage sert à récupérer des identifiants, des logins, des mots de passe, qui sont le sésame qui nous permettent de rentrer dans des applications. Et alors l'enquête le dira, mais on se souvient de l'attaque sur l'ENT qui a permis de diffuser des messages malveillants. Tout à fait. Eh bien, l'enquête nous dira certainement que ce sont des logins et des mots de passe légitimes, volés,
qui ont permis eh bien, à l'acteur malveillant, on le découvrira certainement, de commettre ceci. Enquête en cours. Est-ce qu'il y a d'autres attaques qui peuvent être menées par ceux qu'on appelle justement les script kiddies? Oui, d'autres attaques qui sont assez communes et qui ne sont pas d'ailleurs l'apanage uniquement des script kiddies, mais bien de groupes cybercriminels plutôt professionnels. C'est ce que l'on appelle les DDoS. Donc le DDoS, c'est le déni distribué et c'est la capacité pour les cybercriminels d'envoyer un très grand nombre de requêtes sur une application ou un site internet, ce qui le rend indisponible pour les personnes qui souhaitent, eux, le consulter de manière légitime. Et on a vu cela notamment en 2022. Il y a un pays qui s'est retrouvé sans Internet. Alors, ce n'est pas un très gros pays, c'est Andorre. Et ce pays s'est retrouvé sans Internet parce que lors d'une compétition de jeux vidéo en Andorre, eh bien... Des compétiteurs qui n'étaient pas très fairs ont, pour enlever ceux qui étaient à Andorre, eh bien, leur ont coupé Internet, ce qui fait qu'ils n'ont pas pu participer entièrement à la compétition. Effectivement, c'est assez radical. Est-ce qu'on a des signes que vous pouvez nous présenter sur les faits qu'un adolescent utilise ses capacités plutôt à mauvais escient? Alors, déjà, il faut rester vigilant et il faut surveiller un changement de comportement parce que le cybercrime n'est pas finalement tellement différent du crime que l'on va retrouver dans la vraie vie. Et on peut parfois aussi noter des rentrées d'argent qui peuvent être inhabituelles ou insolites. Et puis, il y a un autre signe aussi qui est plus personnel, c'est si votre jeune fait allusion, par exemple, à des informations qui vous sont privées, ça peut peut-être dire qu'il s'est entraîné sur vous et qu'il a réussi à rentrer dans votre vie privée, dans vos communications. Et puis aussi, s'il utilise ou s'il fait part de logiciels qui ont plutôt des portées sécuritaires, on va dire, et qui sont malheureusement, qui peuvent être parfois détournés pour un usage illégal. Effectivement. Est-ce que vous avez quelques conseils à donner aux parents qui peuvent nous regarder? Oui, alors le premier conseil, c'est prévenir plutôt que guérir. Hein. Dès le plus jeune âge, on va essayer de pousser le jeune vers des activités légales, par exemple le hacking, mais dans le premier sens du terme, hein, le vrai hacking, comprendre, notamment parce que Internet est très complexe, et donc pouvoir non pas juste l'utiliser, mais comprendre les rouages est très intéressant. Et aussi rappeler que le numérique, c'est pas le Far West, que l'anonymat complet sur Internet n'existe pas, qu'il y a un certain nombre d'arrestations qui sont menées par les forces de l'ordre et pas que par la police britannique. Donc il y a beaucoup d'arrestations et il faut prendre le bon chemin. Et c'est important à rappeler. Comment on peut tirer profit malgré tout de cet engouement qu'on peut avoir pour le hacking? Alors c'est assez simple parce que on cherche énormément de personnes qui sont capables de mener ces opérations de hacking. Et donc les enfants, s'ils ne sont pas encore en âge de travailler, eh bien, ils peuvent faire ce qu'on appelle les CTF, capture de flag. Ce sont des jeux qui sont destinés aux hackers. Et puis on peut aussi, une fois qu'ils sont en âge de travailler, eh bien, les emmener vers cette discipline. Et il faut savoir que ce sont souvent des professionnels qui bénéficient d'un salaire important et surtout ils peuvent s'attendre à une très longue carrière qui est vraiment enrichissante. Benoît, dernière question et en 2 mots, quel est le métier le plus accessible pour un hacker? Pentester, c'est celui qui va tester la sécurité du système d'information et généralement il est payé pour ça, soit en freelance, soit dans une société. Et ben voilà, tout est dit. Hacker en étant jeune. Merci beaucoup en tout cas Benoît pour cette chronique. Et puis nous on continue à parler de tout ce que fait Dassault Systèmes, notamment en faveur du numérique et des femmes. On en parle tout de suite dans la deuxième partie du talk. Et on continue à parler de ces vastes sujets importants, intéressants aussi avec notre invitée Valérie Ferret. Vous nous parliez juste avant la chronique de Benoît, de ce sujet justement où vous avez peut-être un peu de mal aussi à échanger avec le gouvernement sur ces sujets pourtant essentiels d'inclusion des jeunes filles, des mathématiques. On l'a vu avec la réforme du bac qui a supprimé les cours de mathématiques notamment au lycée. On a quand même un peu l'impression qu'aujourd'hui, et on les reçoit quotidiennement sur le plateau de l'École du Futur, que ce sont les startups et les grands groupes qui un peu prennent malgré tout la place de l'État. Est-ce que c'est aussi votre constat que vous venez pallier un besoin aujourd'hui à la place des politiques?
Donc oui, le besoin, il y en a un. Nous, une fois encore, on a un besoin de recrutement. On est une entreprise, donc on a un besoin de recrutement. On a un besoin de recrutement de jeunes filles. Est-ce qu'on vient pallier à l'État? Je ne dirais pas ça. Par contre, est-ce qu'on a besoin d'une action collective, un start-up, entreprise, État? La réponse est oui, évidemment oui. Parce que les réformes qui doivent être entreprises sont profondes. Nous, ce qu'on peut faire en tant qu'entreprise, c'est vraiment de travailler plutôt en mode projet. Donc, comme je le disais, en mode projet avec quelques écoles, avec quelques professeurs champions, qui passent du temps, d'ailleurs, qui passent du temps à se former sur nos solutions, qui passent du temps à développer des programmes innovants. Donc moi, je salue ici justement le travail des professeurs. On travaille au quotidien avec eux. Ils font un travail difficile et très essentiel. Donc moi, je suis... Alors ça aussi, un message pour la valorisation vraiment plus importante du métier d'enseignant à tous les niveaux. Et c'est vrai que du coup, on a besoin, parce que nous, une fois encore, on peut travailler comme mode projet. On n'est pas là pour faire des réformes d'État. Or, ce dont on a besoin, c'est de massifier la culture scientifique et technologique, et ce, dès le plus jeune âge. On arrive dans une société aujourd'hui où, il y aura un besoin d'emploi massif, et qui c'est un facteur de compétitivité pour les pays, de profils scientifiques et techniques. On voit qu'on n'arrive pas, alors vous l'avez dit, la réforme des maths, c'est une catastrophe aussi, là, pour ce qui arrive aujourd'hui, on voit dans les écoles d'ingénieurs, on arrive à un creux. Et pour moi, il ne s'agit pas simplement de réintroduire les maths. Il s'agit vraiment d'une réforme profonde pour construire une société scientifique et technique. Pourquoi? Pas simplement pour faire des produits, mais parce qu'aujourd'hui, finalement, moi je le considère aussi, alors ça je parle peut-être un petit peu plus à titre personnel que pour l'entreprise, mais on a besoin de réintroduire du raisonnement dans nos modes de pensée. On est dans des sociétés qui deviennent très émotionnelles et pourtant des sociétés très technologiques, mais on a besoin que les enfants, les jeunes se remettent dans un système de compréhension du monde et d'imaginaire d'un monde futur souhaitable. Et pour ça, il faut du raisonnement pour comprendre l'existant et pas simplement l'absorber. Et pour ça, il faut aussi une capacité d'imagination. Et ça va aussi avec des capacités d'innovation. Mais ça, c'est des soft skills, presque. Je pense que c'est pas que du soft skills. C'est pas que du soft skills. Non, c'est pas que du soft skills. Pour moi, le raisonnement, c'est un hard skills. Mais en fait, on l'introduit à travers des disciplines scientifiques. Le raisonnement dans l'expérimentation, dans les sciences du vivant, le raisonnement de la déduction et de la logique dans les mathématiques. Donc le raisonnement, c'est vraiment, je pense, vraiment un hard skills. Mais c'est ce raisonnement aussi qui nous permet de constater l'existant et de pouvoir nous projeter, mais pas de projeter dans un imaginaire hyper, j'ai envie de dire, créatif, mais aussi projeté dans un imaginaire finalement plus souhaitable sur oui, c'est possible de construire un monde durable. Comment on peut le faire? Oui, c'est possible d'avoir des sociétés différentes et plus justes. Comment on peut le faire? Donc, raisonner et projeter. Et ça, c'est des compétences, je pense, qu'il faut vraiment massifier. Et on peut le faire à travers des projets, à travers une façon d'enseigner peut-être un peu différente, un peu plus pluridisciplinaire, et à travers l'apprentissage par le projet. Et peut-être, pardon, je vous coupe, mais une diversité de parcours aussi, parce que vous-même, vous avez suivi un parcours scientifique avant de vous tourner vers quelque chose de complètement différent, des études de droit, de rejoindre après, on l'a dit, un leader du secteur numérique. Malgré tout, vous continuez justement à encourager les jeunes filles à embrasser ces filières technologiques, numériques et scientifiques. C'est important pour vous. Alors, c'est ce que je dis, moi je suis une décrocheuse. Il y a 4 moments de décrochage des filles dans leur parcours pour aller accéder. Je suis une décrocheuse et une rattrapeuse. J'ai un système de rattrape un peu plus tard. Mais il y a 4 moments de décrochage des filles dans le cadre d'une carrière plutôt orientée donc scientifique et technique. C'est je le disais au départ, l'attrait des mathématiques. Donc ça, c'est essentiel, effectivement. Et c'est dès la primaire que cela se joue. Donc il faut vraiment s'assurer que tout au long du parcours scolaire, mais justement, les maths ne soient pas optionnelles. Moi, j'en suis un très bon exemple. Ouais. Pourquoi j'ai fait des maths? Parce que j'étais bonne en maths. Je n'ai pas fait des maths par choix. Et dans une société biaisée, à partir du moment où on optionnalise, on voit bien que, du coup, on renforce le biais. Et c'est ce que la réforme des maths a démontré. À partir du moment où on a optionnalisé, on a eu un décrochage vraiment plus important des filles dans les filières scientifiques. Donc, une fois après que vous avez votre bac scientifique, ou à l'époque, ou maintenant avec des options scientifiques fortes, l'enjeu, c'est après d'aller dans les écoles d'ingénieurs, les prépas, ou en tout cas les filières techniques. Et moi, je suis ce moment de décrochage-là. Pourquoi? Alors, pour une raison très simple. Moi, je m'oriente vers le droit. Mes parents ne sont pas non plus juristes. Donc, moi,
viens d'une famille de petits commerçants à la campagne, j'ai envie de dire presque. Et du coup, pourquoi je m'oriente vers le droit? Parce que j'ai un imaginaire de ce que peut être le métier d'avocat, de juriste, qui est un métier de résolution de problèmes, mais de résolution de problèmes humains, pas de résolution de problèmes techniques ou autres. Et du coup, ça, c'est vraiment l'un de mes combats également, c'est cet imaginaire, l'imaginaire du métier d'ingénieur. Parce qu'aujourd'hui, une fois encore, et c'est pour ça que je dis qu'il faut faire pas que des programmes orientés garçons, entre guillemets, autour de la Formule 1, c'est parce qu'il faut qu'on construise un imaginaire de l'ingénieur qui est l'ingénieur qui façonne le monde. Et plus que jamais, on a besoin de façonner un nouveau monde. Donc ça, c'est le troisième moment, s'assurer que les filles rentrent en école d'ingé. Aujourd'hui, c'est moins de 25% et on cape depuis 10 ans. Et j'ai peur qu'on s'effondre là avec la réforme. Voilà, il va falloir le rattraper et mettre en place des actions. Et puis après, le quatrième moment de décrochage, c'est des écoles d'ingénieurs. Elles rentrent dans l'entreprise, elles ne vont pas dans les métiers techniques des entreprises. Et là, ça, c'est notre responsabilité, alors là, j'ai envie de dire en dur d'entreprise, de s'assurer qu'elles aient des carrières passionnantes, des carrières qui leur permettent de s'épanouir dans nos métiers techniques et scientifiques. Merci beaucoup Valérie Ferré. On l'a compris, façonner un nouveau monde et une nouvelle vision de voir l'école. C'est ce que vous êtes venue défendre aujourd'hui. On a été ravis de vous recevoir. Je rappelle que vous êtes VP Worldwide d'éducation et directrice de 3D Expérience EDU chez Dassault Systèmes. Merci beaucoup d'avoir été parmi nous aujourd'hui. Merci aussi à vous, Benoît Gruneval, d'avoir été parmi nous, les hackers, comment vous appelez ça, les soft kiddies, c'est ça? Script kiddies. Script kiddies, exactement. Ben voilà, on a appris plein de choses avec vous aujourd'hui. Merci beaucoup, merci à vous de nous avoir suivis. Et nous, on se retrouve comme tous les jours dès demain à 12h30 sur School TV. Bonne journée.